Ok. D'abord, je voulais remercier Clément de me donner l'opportunité de présenter ici un ensemble de travaux qui ont été réalisés au laboratoire, des matériaux mésoscopiques et nanométriques. Et je dirais, pour rebondir sur ce que disait Clément tout à l'heure, c'est vrai qu'on a une certaine continuité depuis un certain nombre d'années, depuis les années 90, je dirais 80, sur l'élaboration de nanocristaux et puis les auto-organisations et les propriétés qui peuvent en résulter. Donc c'est vrai que ce sont des démarches qui sont dans la continuité tout en essayant de développer des choses nouvelles à chaque fois, mais ce qui fait le charme de la recherche, c'est qu'on ne peut jamais toujours prédire les choses nouvelles qu'on va élaborer. Alors je vais faire une rapide introduction et puis on verra un peu les approches chimiques pour la synthèse des nanocristaux qu'on utilise au laboratoire. Et pour nous, ces nanocristaux, en fait, ce sont des briques élémentaires qui vont servir à construire des mésostructures et des supracristaux. Et on s'intéresse en fait aussi et surtout aux propriétés spécifiques de ces mésostructures selon leur degré d'organisation. Et puis quelques exemples d'applications potentielles ou possibles de ces mésostructures, puisque c'est aussi intéressant de savoir aussi même si ce n'est pas la démarche principale du laboratoire, quelles pourraient en être les utilisations potentielles. Et je crois que ce sont des objets qui ont de très grandes applications potentielles. Alors d'abord, les nanomatériaux, ce n'est pas récent comme chose. Je dirais que les applications de ces nanomatériaux, on le sait, elles sont très, très vastes, mais le phare à paupières des Égyptiens, notamment aussi du buste de Néfertiti à Berlin, ça contenait en fait des nanoparticules d'oxyde de fer qui avaient entre autres aussi des propriétés antibactériennes, ce qui donc protégeait les yeux. Mais ça, c'était des oxydes de fer qui étaient obtenus par des techniques de broyage, en fait, et c'est toujours des techniques qui sont utilisées notamment en milieu industriel pour obtenir des poudres de nanoparticules. Mais je dirais que au Moyen-Âge, ces vitraux du Moyen-Âge, en fait, c'était aussi des nanocristaux, et c'est aussi des propriétés spécifiques des nanocristaux. En fait, selon les recettes des maîtres vitriers, il y avait des sels métalliques, notamment d'or ou d'argent, qui étaient incorporés dans la silice, et selon le mode de chauffage ou du verre et du recuit qui était consécutif, enfin du refroidissement qui était consécutif, eh bien on avait en fait des colorations qui étaient différentes, et on sait maintenant que ces colorations différentes, c'est dû à la formation au sein de la matrice de silice de nanoobjets de formes surtout différentes. Et là, je vous ai mis un exemple qui a été réalisé au laboratoire de nanoplaquettes d'argent. C'est toujours le même matériau, c'est de l'argent. Ce qui change, c'est la taille de l'objet. Et vous voyez qu'en fait, la couleur de la solution, quand ces objets sont en solution, change. Donc c'est bien les propriétés physiques qui sont modulées par la forme et la taille des objets. Et c'est ce qui nous intéresse, nous. Alors pour dire aussi, et pour rebondir un peu sur un exposé qui avait été fait la semaine dernière par l'intervenant sur les nanolithographies, non, il y a 15 jours, sur les nanolithographies, sur la lithographie, la voie physique. Je suis revenu ici un peu un exemple du pourquoi des nanomatériaux. Et ça, c'est un des premiers disques durs d'IBM, l'IBM 305 Ramac, qui date de 1956. Alors le disque dur, c'est tout ça. Donc on voit ici les disques, l'opératrice qui ne gère pas l'ordinateur, mais qui gère le disque dur. Et tout ça, c'est l'électronique du disque dur. Enfin, et ça pouvait stocker 5 mégaoctets, donc c'est une moitié de chanson MP3, d'un fichier MP3 à peu près. Donc sur 50 disques de 24 pouces chacun, avec une densité de stockage de 2000 bits par pouce carré, qui est l'unité qu'on utilise pour le stockage. Et on est dans une société qui qui stocke de plus en plus de choses, qui stocke de plus en plus de données. Et on a donc besoin d'avoir toujours des supports magnétiques. Et ces supports magnétiques, ça existe depuis les années 30 pour le stockage de l'information. Les bandes magnétiques, ça a été développé par BASF dans les années 30. Et donc, en fait, on a toujours besoin d'avoir de plus en plus de supports dans des structures de plus en plus miniaturisées. Et pour reprendre un peu cette idée, c'est une autre illustration de la loi de Murphy, de la loi de Moore, voilà. Murphy, c'est une autre. C'est les premiers magnétoscopes qui ont été développés dans les années 50, avec ici le magnétoscope d'Ampeg 156, c'est tout ça aussi. Donc on a miniaturisé aussi ce genre d'objet. C'était des bandes magnétiques, toujours. La première cassette audio compacte dans les années 60, qui a été développée par Philips sur une bande magnétique qui était fabriquée par BASF. Pour la petite histoire, je crois que la dernière usine qui fabriquait des cassettes audio était en Inde et a dû fermer l'année dernière ou quelque chose, donc c'est assez récent. Mais c'est une technologie qui a vécu, qui a fini. Maintenant, il y a d'autres technologies. Une qui n'est pas du tout magnétique, mais qui est aussi sur l'élaboration de nanostructures régulières, qui est la révolution digitale par lecture vidéo de
pistes lithographiées, je dirais, sur les premiers CD audio 5 pouces dans les années 80. Et ça a vraiment révolutionné le mode de stockage qu'on a. Et c'est toujours des disques durs, notamment ce que vous avez dans les iPods, les petits et les technologies flash, mémoire flash qui sont dans les clés USB ou autres. Ça, c'est de la miniaturisation. Alors bien sûr, la voie physique est utile, mais les chimistes ont aussi leur mot à dire, je pense, dans ces objets. Je vous présente ici un exemple qui vient de chez Hitachi sur ce que pourrait être un disque dur du futur, je dirais. Voici un disque dur conventionnel. Ce sont en fait des pistes sur lesquelles vous avez des matériaux magnétiques qui sont organisés. En fait, ce sont des petits des films de nano-objets, mais qui ne sont pas spécialement bien organisés ou bien définis, qui forment des domaines magnétiques. Et en fait, vous magnétisez un domaine, et quand vous voyez un changement d'aimantation sur un domaine, à un endroit précis, ça veut dire qu'on a stocké un bit d'information. Quand il n'y a pas de domaine de variation magnétique entre ces deux lignes rouges, c'est qu'il n'y a pas d'information, c'est un zéro. On arrive, on le verra sur les disques durs modernes, à avoir par empilement de disques, toujours la même technologie qu'il y avait dans l'IBM que je vous ai montré tout à l'heure. Eh bien, on peut empiler différents disques et augmenter la densité de stockage. Bon, après, on a aussi augmenté la densité d'information ici en jouant sur les technologies d'écriture, entre autres, et sur les technologies liées à ces techniques d'écriture. Un modèle pour le futur, ce serait de stocker de l'information non plus sur un ensemble de particules magnétiques, mais sur une seule particule magnétique. Et ça pose un problème technologique, parce qu'en fait, il faut qu'on ait des objets relativement petits. On a vu que les technologies de lithographie atteignaient quand même des limites si on veut descendre à l'échelle du nanomètre. Les chimistes peuvent descendre à l'échelle du nanomètre, mais pour les chimistes, ça pose un autre problème, qui est celui d'obtenir des nanoobjets qui ont tous la même taille. Et quand je dis tous la même taille, c'est la même taille, la même composition, la même forme, et à la limite la même structure cristalline, puisque les propriétés physiques dépendent aussi de ces structures cristallines. Ça, c'est le premier problème, et on a des pistes bien pour y arriver. Le deuxième problème, c'est de les organiser, c'est de pouvoir dire à la tête de lecture, à tel endroit, j'ai une bille, et sur cette bille, je peux stocker de l'information. Et puis, c'est aussi de contrôler les interactions entre ces objets-là. Il ne s'agit pas que l'information que vous stockez ici soit perturbée par l'information qui est stockée de l'autre côté. C'est-à-dire maîtriser les interactions entre objets à l'échelle du nanomètre. Et ça sont des défis auxquels je pense que les chimistes peuvent contribuer à résoudre pour avoir des supports d'enregistrement magnétique à très haute densité, puisque là, on parle de plusieurs terabits par pouce carré. Alors, cette approche chimique, c'est ce qu'on essaye de faire au laboratoire, c'est l'approche chimique des nanocristaux. Je dirais que nous, on n'est pas, pour reprendre le jargon, et il y a beaucoup de jargon dans le domaine des nanos et des nanotechnologies, il y a ce qu'on appelle l'approche top-down, donc qui est l'approche du physicien. C'est typiquement les méthodes de lithographie, c'est du matériau massif vers le nano, donc on va graver. Et puis il y a l'approche des chimistes, et les chimistes ont depuis toujours d'ailleurs, je dirais, l'habitude de manipuler des atomes individuels pour construire des molécules organiques ou inorganiques. On peut construire des structures inorganiques, on peut construire des clusters, et après on peut manipuler ces clusters pour construire des nanoparticules. Et ça, c'est cette approche bottom-up qui est l'approche typique de la nanochimie. Alors, dans la synthèse chimique, on sait que c'est un outil puissant pour ça. Ceci étant, la synthèse chimique des nanocristaux, si je veux être un peu provocateur, ça reste quand même une forme d'art. Une forme d'art au sens où on n'a pas de recette universelle pour dire... et c'est vrai qu'il y a des gens qui viennent nous voir en disant « Tiens, c'est bien ce que vous faites, est-ce que vous pourriez nous faire tel matériau ?» Et là, on leur dit « Non, ce n'est pas faisable parce que c'est plusieurs années d'expérience pour arriver à bien maîtriser les paramètres sur un type de matériau. » Et ça, c'est parce qu'on n'a pas nécessairement de recette universelle, je dirais. Et ce qu'on sait par contre, c'est que ces nanocristaux, on peut les obtenir naturellement par auto-assemblage en deux étapes. On va d'abord fabriquer des précurseurs, des clusters passivés qui vont spontanément, si on maîtrise bien les réactions, qui vont se former spontanément à partir des précurseurs en solution. Et puis ces clusters, on va chercher à les associer, ces nucléi, pour former des nanocristaux. Et ça, on peut toujours rester dans le cadre du modèle de la mer. Bon, le modèle de la mer qui a été développé dans les années 50, 40, qui vous donne un peu l'évolution des monomères présents en solution en fonction du temps de réaction, en passant par une période de nucléation, une période de croissance. Sans rentrer dans le détail, ce que nous dit la mer
et qui est toujours valable en fait dans un cadre un peu général, c'est que si vous voulez avoir des colloïdes homogènes en taille, il faut que vous ayez un parfait contrôle à la fois de la nucléation et de la croissance. Et surtout, il faut que cette étape de nucléation soit complètement décorrélée de l'étape de croissance. C'est ça le critère important, je dirais, pour nous. Et c'est ce qui va nous permettre d'obtenir une distribution de taille la plus étroite possible, et ça c'est le paramètre clé si je veux pouvoir obtenir des nanoobjets qui auront tous la même taille pour les mettre dans mon disque dur. Alors, les méthodes qu'on utilise, et les plus courantes, c'était d'abord les synthèses à température et pression ambiante, ce qu'on peut appeler chimie douce si on veut. C'est pour préparer des nanocristaux à partir le plus souvent de solutions en phase aqueuse ou en milieu colloïdal. Et là, on va en fait chercher à limiter, à contrôler ces phénomènes de nucléation-croissance en jouant sur le confinement stérique, soit dans des matrices Solgen, soit dans des micelles. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Celui qu'on a beaucoup utilisé au laboratoire, c'est en utilisant des structures colloïdales, notamment des micelles inverses, qui sont des nanogouttelettes d'eau solubilisées dans l'huile par l'intermédiaire d'un tensioactif, donc un agent passivant, hein, c'est la moutarde qui permet de stabiliser la vinaigrette, donc en avoir non pas deux phases séparées, mais une seule phase. Donc à l'échelle nanométrique, ça vous donne des solutions transparentes où vous avez votre tensioactif, de l'eau et de l'huile à l'extérieur. Ce qui est intéressant dans le cas du sodium AOT, c'est que vous avez un très grand domaine dans le diagramme de phase ternaire ici, qui donne cette structure micellaire riche en eau. Et si je fixe une concentration en sodium AOT par rapport à l'isooctane et que je vais vers le coin riche en eau, eh bien en fait, quand j'étudie la taille des objets que je forme, ce sont toujours des micelles, il y a une variation linéaire entre la quantité d'eau solubilisée dans le milieu et la taille de l'objet. Ce qui fait que j'ai un objet bien défini dont je contrôle parfaitement la taille entre 1 et 10 nanomètres, juste en rajoutant de l'eau dans le système. Et comme c'est un liquide, eh bien c'est un milieu qui est caractérisé par un certain mouvement brownien, donc j'ai des collisions entre les objets qui sont dans le système, et donc je peux très bien en fait prendre deux solutions micellaires, l'une qui contient un sel, ici c'était du cobalt, un réducteur, on peut le faire aussi en précipitation, et je mélange simplement ces deux solutions micellaires pour peu qu'elles aient la même composition en eau, donc la même taille, et donc il va y avoir des échanges, donc je vais avoir interaction entre ces objets qui peuvent échanger du matériel solubilisé dans le cœur et donner formation de nucléides dans une étape intramicellaire, et puis une croissance qui va être un peu décorrélée dans la mesure où pour qu'il y ait croissance, il faudra qu'il y ait après collision entre des micelles qui contiennent les nucléides. Donc je décorrèle un peu la nucléation de la croissance, même si ce n'est pas parfait en fait dans ce cas-là, et puis surtout je limite la croissance parce que j'ai un confinement stérique, l'objet il doit rester au cœur de la matrice. Et le problème qu'on a, par contre, si vous faites ce genre de synthèse, c'est qu'après, il faut que vous récupériez le matériau, si vous voulez l'utiliser. Et donc là, on utilise aussi la spécificité de la chimie, qui fait qu'on sait manipuler ce genre par exemple, des molécules d'acide dodécanoïque ici, ou des thiols, des décylthiols ou des décylamines, qui ont des groupements carboxylates dans ce cadre ici, qui se greffent spécifiquement et beaucoup plus efficacement que les interactions entre la membrane et la particule sur la surface métallique, ce qui permet après de casser la structure micellaire et de récupérer une nanoparticule passivée par des chaînes organiques qui lui confèrent en fait une très grande stabilité. Ici, dans le cas du cobalt, ça permet même de bloquer l'oxydation de ce genre de nanomatériaux. Donc, ces objets, c'était pour nous un nanoréacteur qui nous permettait de faire la synthèse des nanoobjets et de récupérer ces objets sous forme de poudre qu'on peut redisperser en solution. Et donc je vous donne ici un exemple, qui est un des exemples les plus spectaculaires qu'on ait eu, parce qu'après il y a d'autres limitations. Ce sont des sulfures d'argent, donc des semi-conducteurs intrinsèques, et indirects plutôt, de sulfure d'argent, obtenus juste par mélange d'une solution qui contient de l'argent et d'une autre des sulfures. Et donc vous avez ici, en fonction de la taille de la micelle, une évolution de la taille des nanoobjets. Et vous voyez qu'en fait, les objets que vous avez ici sont très bien calibrés en taille, ce qui fait, j'y viendrai tout à l'heure, qu'ils vont s'auto-organiser de façon spontanée dès lors qu'on les met sur un substrat. Alors, on a aussi réalisé ce qu'on appelait à l'époque des particules de CDS. Bon, maintenant, ça s'appelle des quantum dots, mais ce sont des semi-conducteurs de taille nanométrique. Et vous voyez ici, en fait, le déplacement du spectre optique, du spectre d'absorption UV visible de ces nanoobjets en fonction de la taille, qui est caractéristique de ce qu'on appelle l'effet quantique de taille, donc de la discrétisation des niveaux d'énergie et de l'augmentation du gap, caractéristique du semi-conducteur, dès lors que la taille des nanoobjets diminue.
Et on peut aussi, parce qu'on peut très bien manipuler la composition initiale des objets, fabriquer des objets qui redeviennent extrêmement à la mode actuellement, qui sont des semi-conducteurs semi-magnétiques, où vous avez en fait des éléments tels que le manganèse qui sont dilués dans une matrice semi-conductrice qui donnent des propriétés en spintronique qui peuvent être très intéressantes dans les transistors. Enfin, c'est des matériaux qui reviennent à la mode. Il y a souvent des cycles comme ça. Alors, ces objets, ces systèmes micellaires, on les a beaucoup utilisés pour des semi-conducteurs, mais aussi pour des nanoparticules d'argent observées ici par microscopie électronique ou par STM, ou des nanovers de platine, certains types de nanoalliages type cobalt-platine, de l'or, du palladium. Donc c'est une technique qui est très versatile, elle a quand même des limites, c'est que, ce qu'on ne dit pas ici, parce qu'on présente de belles photos, c'est que il y a souvent une certaine dispersion en taille parce qu'il y a quand même de la nucléation qui a lieu pendant la croissance et donc il y a beaucoup de traitements post-synthétiques. Alors on sait maîtriser ces traitements post-synthétiques, on peut faire du tri dans la distribution de taille, notamment par des systèmes de précipitation fractionnée et donc obtenir, après, trier les particules selon leur taille et récupérer les nanoparticules qui nous intéressent. Bon, dans le cas du COPT, on s'est aperçu par la suite que il y avait une distribution de composition qui était assez importante, ce qui fait qu'on s'est penché vers d'autres modes de synthèse, notamment celle qui a été mise au point dans les années 90 par Matthias Brust à Liverpool, sur les transferts de phase liquide-liquide. Donc typiquement, c'est toujours avoir un milieu où la nucléation n'a pas lieu en même temps que la croissance. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend un sel de platine, on le passive par une molécule extractante qui va se greffer sur le sel. Donc il y a un tétrakis d'éthylammonium bromide, le brome est important, j'y reviendrai, ici. Et donc en fait ça va conférer un caractère apolaire à cet ensemble, à ce complexe, qui peut donc être transféré dans une phase organique telle que le toluène. Et puis vous rajoutez un agent passivant. On a vu que c'est important d'avoir ces agents passivants dès lors qu'on veut limiter, stabiliser les nanoparticules dans le milieu, pour éviter leur coalescence et leur précipitation. Et puis on ajoute le réducteur. Donc ici, pour le platine, c'est un réducteur assez puissant, hein, donc c'est du borohydrure de sodium. Et si vous faites ça, vous obtenez des nanocristaux. Alors il n'y a pas besoin, là, cette fois-ci, d'autres types de traitements. Hein. Il n'y a pas de micelle dans cette structure-là, mais on obtient spontanément ce genre d'objets qui sont des nanocristaux de platine de 2 nanomètres de diamètre. Alors c'est important ce genre d'objet parce que ça a des propriétés catalytiques importantes et la catalyse, en fait, notamment dans le cas du platine, on cherche à avoir les matériaux les plus petits possibles parce que la catalyse, par essence, c'est un phénomène de surface. Donc tout ce qui est dans le cœur, ça n'a pas d'intérêt. Et pour des matériaux très chers, c'est important d'avoir des nanoparticules parce que sur une particule de 1 nanomètre, vous avez 60% des atomes qui sont en surface. Alors pourquoi on a ce genre d'objet? C'est qu'en fait, le réducteur que vous incorporez, il est incorporé dans une phase aqueuse. Le monomère, le précurseur, il est plutôt dans la phase organique. Donc ça veut dire qu'en fait, vous faites ça sous agitation, mais la réaction, la formation des monomères a lieu à l'interface. Et la croissance a lieu dans la phase organique. Donc on sépare mécaniquement, je dirais, la nucléation de la croissance qui permet d'obtenir ce genre de petites particules. Le prix à payer, c'est que comme vous avez l'agent passivant et la molécule d'extractant, vous obtenez que des petites particules ici. Le contrôle de taille est très compliqué, mais on y arrive, je vous le montrerai. Alors, pourquoi c'était intéressant? Parce que je pense à mon disque dur. Un des matériaux importants pour mon disque dur, et c'est important de choisir le matériau, c'est d'avoir des alliages type fer-platine, cobalt-platine, qui, dans certaines formes, ont une très forte anisotropie magnétique. Et c'est ce qu'on cherche pour faire des disques durs, pour pouvoir garder l'information, en fait. Il faut que vos objets soient des nano-aimants ferromagnétiques à température ambiante. Et ça, c'est assez difficile à faire avec les... Mais comme le cobalt-platine et le fer-platine sont des objets qui ont la plus forte anisotropie magnétique parmi les matériaux qu'on connaît. Et donc, c'est extrêmement simple, là encore, je dirais, même si il a fallu un peu beaucoup travailler, hein, je dirais, c'est notamment le travail de thèse d'Arnaud de Mortière il y a quelques années au laboratoire. On a mélangé ces deux sels, un sel de cobalt et un sel de platine. Là, c'est extrêmement important que vos deux sels aient à peu près la même structure. S'ils ont des structures différentes, vous n'avez pas une bonne synthèse. Vous fabriquez votre mélange de sels dans la phase organique, vous rajoutez le réducteur, donc il y a aussi l'agent passivant, et vous obtenez, là encore, des nano-objets très bien calibrés en taille, de petite taille, et qui ont surtout
une composition, on est parti d'un mélange 50-50 en cobalt et en platine, et on récupère, après extraction, lavage et tout, on récupère des nanoobjets qui sont à 50-50, là encore. Donc ça veut dire, avec une dispersion en composition moyenne sur l'ensemble des objets qu'on a étudiés, qui est de 2%. Et on peut faire ça très facilement, changer la concentration relative et avoir ce contrôle de composition entre 25% de cobalt et 75% de platine. Alors, dès lors que vous avez des nanoobjets, il est important de coupler les méthodes de caractérisation. Il n'y a pas de méthode de caractérisation unique pour déterminer, je dirais, facilement les propriétés et surtout la phase d'un nano-objet. Alors ici, on avait fait aussi de la diffraction d'électrons. Alors, on a fait des méthodes de microanalyse EDX sur des films de nanoparticules ou de fluorescence X sur des gouttes de solutions de nanoparticules, mais ça moyenne toujours sur un ensemble. Donc c'est important de voir ce qui se passe localement. Donc par microscopie électronique, vous pouvez faire de la diffraction d'électrons, et ça vous donne ici la variation du spectre de diffraction, du diffractogramme en fonction de la composition. Donc on voit que plus on augmente la teneur en cobalt, moins la diffraction est nette. C'est parce qu'en fait on augmente le désordre chimique, et surtout que si vous fabriquez du cobalt comme ça, c'est quelque chose qui est très désordonné d'un point de vue structural, donc vous avez très peu d'anneaux de diffraction. Par contre, dans le cas où c'est plutôt riche en platine, vous avez une diffraction correcte. Et c'est à noter qu'en fait, on garde la diffraction de la matrice de platine, qui est CFC. Ça veut dire qu'on a un alliage par substitution des atomes de platine par du cobalt. Ce qui fait qu'en fait, on confirme aussi à partir de ce genre de diffractogramme, on peut calculer le paramètre de maille, et on voit qu'en fait, il y a bien une variation linéaire du paramètre de maille entre le côté riche en cobalt et le côté riche en platine, ce qu'on appelle en fait la loi de Végard, qu'on confirme aussi sur un film, cette fois-ci épais de nanoparticules, où on voit en fait qu'on a le même type de déplacement, de shift du diffractogramme en diffraction X. Ici, c'est la bande 1-1-1. Et donc, cette variation linéaire, c'est en fait ce qu'on appelle la loi de Végard, et ça confirme que vous avez une solution solide, donc une substitution aléatoire du platine par le cobalt. La haute résolution en microscopie électronique est aussi importante, parce que ce n'est pas parce que vous avez ce genre de choses que vous ne pouvez pas exclure, par exemple, la formation d'une structure cœur-coquille ou de certaines variations de composition entre la surface et le cœur. Ce que nous montre ici la microscopie électronique haute résolution, c'est qu'on a toujours des monocristaux et qui ne présentent pas de différence de contraste, à part les plans atomiques, ce qui est normal, mais il n'y a pas de différence de contraste entre un cœur plus riche, plus noir, et le platine est très riche en un numéro atomique beaucoup plus élevé que le cobalt. Donc si j'avais un cœur de cobalt, de platine, je serais beaucoup plus contrasté. Donc j'ai des objets de contraste homogène qui sont parfaitement bien cristallisés. Donc ce sont bien des nano-alliages. Par contre, ce n'est pas la phase magnétiquement intéressante. Il faut faire des recuits, et ça c'est un autre problème, je ne penserai peut-être pas ici. C'est un des problèmes qu'on a quand on fait des nanomatériaux, et là c'est à commun aussi avec les méthodes physiques, notamment les méthodes CVD, où il n'y a pas de façon de fabriquer, dès lors qu'on a ce type de nano-objet, on a souvent des contraintes structurales qui résultent de la surface, et en fait la phase qu'on observe est la phase désordonnée, et nous on aurait besoin d'une phase ordonnée qui présente des plans de cobalt, des plans de platine, des plans de cobalt. Ça, ni les physiciens ni les chimistes ne savent le faire par des méthodes d'élaboration atome par atome dans ce cas. Donc ça, il y a d'autres traitements, bon, je n'ai pas le temps d'y revenir, mais par contre on peut jouer. C'est important, si je veux avoir des objets ferromagnétiques à température ambiante, je peux quand même essayer d'augmenter la taille, parce que ces objets-là, à 2 nanomètres, même dans la phase magnétiquement dure, ne seront jamais ferromagnétiques à température ambiante. Par contre, à 4 nanomètres, oui. Et je peux faire grossir les nanoobjets en jouant sur la façon dont j'incorpore en fait le réducteur. Et c'est en fait ce qu'on appelle une technique d'autogermination, c'est-à-dire qu'on va d'abord rajouter du réducteur dans votre milieu, qui va former des nucléi, et puis j'attends un peu, et j'attends en fait ici 15 secondes pour rajouter dans une deuxième étape encore un petit peu de réducteur qui va former du monomère, et au lieu que ce monomère reforme d'autres nucléi, il va se greffer sur les nucléi qui ont été formés à l'étape précédente. Et de cette façon-là, on peut faire grossir les nanoparticules. Alors si par contre j'attends trop longtemps, eh bien, je vais former d'autres nucléi, je vais avoir de la polydispersité en taille. Mais il y a un optimum ici, entre 10 et 20 secondes. Vous voyez qu'en fait, je peux moduler la taille de nano-objet tout en conservant une très bonne dispersion en taille, avec cette caractéristique qui est que les objets qui ont toute la même taille, dès lors qu'ils s'auto-organisent de façon spontanée.
Et puis, ce qui est important dans le cadre de nos études, c'est de contrôler la composition, donc d'avoir des objets qui soient bien calibrés en taille, mais qui ont aussi la même composition, tant à 2 nanomètres qu'à 4 nanomètres, ce qu'on a vérifié par différentes techniques, mais ici aussi par diffractogramme. Ici. Donc, on a des outils qui nous permettent de contrôler la taille et la composition. C'est aussi important, si je veux jouer sur les propriétés physiques, de jouer aussi sur la forme des nanoobjets. Pourquoi? Parce que la forme des nanoobjets, on l'a vu dans le cadre des vitraux du Moyen-Âge, hein, c'est aussi ce qui est responsable de la couleur des propriétés optiques différentes. Ici, ces travaux qui avaient été réalisés par le laboratoire sur des nanoparticules de cuivre, hein, par Caroline Sassman entre autres. Il y a aussi des travaux d'Isabelle Iziecki là-dessus, qui montrent qu'en fait, on peut, selon la taille, la forme des nanoobjets, des nanoparticules de cuivre, changer complètement les propriétés optiques des objets, la bande de Plasmon, hein, dans ce cas-là. Si vous avez des objets magnétiques allongés, vous allez avoir une réponse magnétique qui sera beaucoup plus dure si vous appliquez le champ magnétique le long de l'axe d'anisotropie. Et dans le cas, par exemple, des nanocubes de platine ici, on peut montrer que il a été montré notamment par Sun, que ce sont des objets qui, d'un point de vue catalytique, présentent des phases qui sont de type 1,0,0, qui sont extrêmement actives dans la réaction catalytique de combinaison de l'oxygène et de l'hydrogène dans le cas des piles à combustible. Le problème, c'est comment former et contrôler la forme des nanocristaux dès lors que vous êtes dans un milieu liquide qui, par nature, est isotrope. Alors, je reviens à ma synthèse liquide-liquide. Je vous ai dit qu'en fait, quand vous faites la synthèse liquide-liquide, on prend le précurseur métallique, on rajoute, alors, cette fois-ci, je rajoute le réducteur avant de rajouter l'agent passivant. Alors, on avait vu tout à l'heure que si je mettais l'agent passivant avant le réducteur, j'avais des toutes petites particules. Maintenant, je vais faire le contraire. Je rajoute l'agent réducteur. Donc, je vais laisser le temps aux nanoparticules de croître. Hein, c'est ce qui avait été fait par Brust sur de l'or, entre autres. Et puis, après, je rajoute l'agent passivant. C'était une façon d'obtenir des particules plus grosses par cette méthode. Si vous faites ça avec du platine, et c'est là où je dis que c'est des fois intéressant la recherche, parce que vous avez des résultats qui sont surprenants, et ce sont ces résultats surprenants et inattendus qui, à la limite, sont les plus intéressants, moi je pense, c'est qu'en fait, si j'attends 45 minutes, j'ai plus ces petits objets, je vois des objets un peu toutes les formes. Si j'attends encore plus longtemps, j'ai essentiellement des objets cubiques qui sont formés. Hein, ils sont des cubes parfaitement cristallisés de platine que vous voyez ici. Alors, on a pensé dans un premier temps, il y avait eu des travaux faits notamment par Led Finocampo et Isabelle Iziecki au laboratoire sur des nanocristaux de cuivre, où en rajoutant du brome ou du chlore, on avait différentes formes qui étaient élaborées sur des baguettes de cuivre ou des grands cubes de cuivre assez polydisperses en taille. Et donc on a changé la molécule extractante pour prendre du TOACl au lieu d'un TOABr. Donc, vous voyez, quand j'ai du brome ici, j'avais plutôt des formes cubiques, et quand j'avais du chlore, j'avais plutôt des objets un peu allongés. C'est similaire à ce cas-là. Et donc, on s'est dit, voilà, c'est le brome qui est absorbé de manière sélective sur les phases 1,0,0. Et puis, donc, je vais avoir une croissance orientée selon les phases, suivant les phases 1,1,1, puisqu'on sait qu'en fait, en cristallographie, une phase qui pousse, c'est une phase qui disparaît. Hein. Et donc, vous voyez que si ces phases blanches, qui sont les phases 1,0,0, sont empoisonnées par du brome, sont bloquées pour les monomères qui peuvent accéder. Donc, les seuls qui peuvent pousser, c'est les bleus. Et donc, en fait, elles vont disparaître pour donner cette forme cubique. Donc voilà, on était content. Et puis, en fait, on s'est aperçu que si on fait la même synthèse, toujours avec du brome dans le milieu, mais cette fois-ci, on l'a fait à l'air, parce que je ne vous ai pas dit que les manips avaient été faites en boîte à gants, sous azote, eh bien, j'ai des verres. Et que si je fais la même synthèse sous azote, j'ai des cubes. Et donc, ce n'est pas le brome qui il a probablement un effet, mais ce n'est pas lui qui est fondamental ici. Ce qu'il faut revenir, c'est au type du réducteur qu'on utilise, qui est le borohydrure, et que le borohydrure est connu, en fait, pour être utilisé pour produire de l'hydrogène par réduction de sels métalliques. Il y a aussi une hydrolyse spontanée du NaBH4 par dégagement d'hydrogène, et on a des pressions, dès lors que vous avez un objet fermé, un flacon fermé, vous avez des pressions à l'intérieur du flacon en hydrogène qui sont très importantes. Et on sait que le platine a une interaction spécifique avec l'hydrogène. Et donc, on peut se poser le problème de l'influence, non pas d'éléments extérieurs, mais du gaz dissous produit par la synthèse. Et donc, on a eu, en collaboration avec Monica Catalayou du laboratoire de chimie théorique de l'UPMC, s'est intéressé en fait à l'interaction de l'hydrogène sur ces surfaces de platine. Et en fait, on montre que l'hydrogène 1 se dissocie immédiatement
dès lors qu'il voit la surface de platine, donc H2 va donner des atomes d'hydrogène monoatomiques et qui vont en fait recouvrir avec un très fort taux de recouvrement les faces, et cette absorption de l'hydrogène sur les faces n'est pas équivalente selon que j'ai une face 1, 0, 0 ou une face 1, 1, 1. Et en fait, c'est l'hydrogène ici qui stabilise la face 1, 0, 0, ce n'est pas le brome, en fait. Et donc, c'est l'hydrogène qui est responsable de la stabilisation des facettes, mais il a aussi un autre effet, en fait. Et là, c'est important aussi de voir comment on fabrique nos objets. Je vous ai dit qu'on avait un tensioactif, un agent passivant. Et en fait, ici, vous voyez bien que si j'ajoute l'agent passivant avant ou après la synthèse, je n'ai pas du tout le même type de matériau. Et c'est parce qu'en fait, l'agent passivant, lui, ici, si je l'ajoute avant, il va se greffer sur les nucléi en formation de façon beaucoup plus efficace que l'hydrogène. Et lui, il ne différencie pas entre la phase 1, 1, 1 et la phase 1, 0, 0. Donc ça mène uniquement à la formation de nanoobjets de très petite taille. Par contre, si je laisse l'hydrogène passiver ma surface, quand je rajoute l'agent passivant par la suite, bon, il va s'absorber sur la particule. Vous voyez qu'en fait, l'absorption entre la particule et le platine, elle est modifiée par cette présence de couches d'hydrogène qui va affaiblir l'interaction. Et en fait, vous avez des nucléi qui vont se former et qui sont en fait relativement peu protégés. Et donc, ça laisse le temps au monomère, qui est fabriqué dans l'étape après, de venir se greffer sur le nucléi en formation. Mais à ce moment-là, comme j'ai de l'hydrogène, uniquement sur la phase 1, 1, 1. Et au final, j'obtiens des cubes. Donc, vous voyez qu'en fait, ces phénomènes de contrôle de la forme des nanoobjets en solution liquide, je veux dire, c'est toujours des choses qui sont peut-être beaucoup plus complexes que ce que les gens disent en disant je vais mettre tel tensioactif, tel ou tel mélange. Bien sûr, ça marche, mais quand on cherche à comprendre réellement pourquoi ça marche, et donc d'avoir des recettes, pas des recettes, mais des modèles qui permettraient de reproduire ce type d'interaction sur d'autres types de nanoparticules, c'est beaucoup plus complexe. Et pour la petite histoire, on a essayé de faire la même chose sur ça, sur du palladium. Le problème, c'est que l'hydrogène sur le palladium, il ne s'absorbe pas, il diffuse à l'intérieur. Donc il amorphise la couche externe, et donc il change les propriétés. On n'a pas de cube de palladium par ce genre de technique. L'autre méthode de synthèse qui a été qui s'est développée, vous avez vu l'exposé, je pense, de Chaudray là-dessus, sur les synthèses à haute température et ou pression élevée, donc, qui ont l'avantage d'avoir en fait ce qu'on appelle le burst nucleation ou de la nucléation explosive. Donc vous avez une étape de nucléation où tous vos monomères, donc on va décomposer le monomère en un organométallique ou un métallo-organique le plus souvent, par chauffage, ils vont tous se décomposer au même moment. Vous avez tous les monomères fabriqués au même moment, ça forme les nucléi et après il y a la croissance. Donc ça, c'est pour ça que ça s'est pas mal développé. Et en plus, ça a le bon goût, je dirais, d'avoir des rendements de réduction qui sont assez importants. Par contre, c'est de la haute température, c'est de la pression élevée, c'est une technicité qui est beaucoup plus importante. Donc là, ce qui a été fait au laboratoire, dans le cas de nanoparticules d'argent, donc c'est des travaux d'Alexa Courti, du professeur Alexa Courti, avec Amandine Andrieux qui a fait sa thèse au laboratoire, qui a soutenu récemment. En fait, ils ont fabriqué un précurseur métallique, donc c'est ce qu'on appelle de la métallo-organique dans le cas présent, un précurseur métallique qui se décompose en présence d'un réducteur à haute température et selon en fait dans un solvant qui est l'orthodichlorobenzène et selon la température en fait de votre média, vous pouvez contrôler la taille des nanoobjets. Et donc vous voyez ici que vous avez des objets qui sont fabriqués en beaucoup plus grande quantité et qui sont, puisque je sépare bien la nucléation de la croissance, ont une très bonne contrôle sur la distribution en taille, ce qui permet donc d'avoir des organisations. Et on contrôle aussi selon les paramètres expérimentaux, on arrive à contrôler la cristallinité des nanoobjets. Puisque vous voyez ici des manips dites en champ sombre, en microscopie électronique, qui permet en fait d'avoir une idée du contraste, enfin de la structure cristalline. Si vous avez des objets ici qui ont des structures cristallines très différentes, ça veut dire qu'ils peuvent avoir, à part des problèmes d'orientation sous le faisceau, ils peuvent avoir aussi des structures cristallines très différentes. Alors d'autres synthèses sur des oxydes de fer, par exemple, qui permettent selon le même principe de contrôler la taille. Alors, je reviens à nos problèmes d'auto-organisation. On a des briques, maintenant on cherche à faire ça. Alors, d'où vient cette idée d'auto-organisation? Ce n'est pas nouveau là encore. La structure des opales, c'est rien d'autre qu'un réseau périodique de nanoparticules de silice, sauf qu'elles sont de taille entre 100 et 500 nanomètres, donc elles peuvent diffracter la lumière et donc donner les irisations qu'on connaît sur l'opale. Et donc là, une structure
d'opale obtenue par le microscope à balayage. Vous voyez que c'est à beaucoup grande structure, mais c'est une structure d'organisation périodique. Alors nous, le point clé, en fait, je vous l'ai dit, c'est la polydispersité. Si vous avez des billes, on peut retourner à notre enfance, on jouait avec des billes, on joue d'ailleurs toujours avec les billes, hein, mes enfants ils jouent aussi aux billes. Vous avez ce genre de... Si toutes les sphères ont la même taille, la seule façon de paver complètement une surface, c'est d'avoir une structure hexagonale, et vous pouvez donc paver toute votre surface selon une structure hexagonale. Dès lors que vous avez des billes de tailles différentes, vous perdez l'organisation. Et c'est exactement ce qu'on voit ici, avec des ferrites obtenus par coprécipitation où j'ai une très grande dispersion en taille, et des ferrites obtenus par décomposition thermique, donc synthèse organométallique, avec un bon contrôle de la nucléation et de la croissance. Donc c'est synthèse réalisée par Tao Ngo au laboratoire, qui permettent d'avoir donc un pavage longue distance. Ici, les travaux d'Isabelle Liziecki sur les nanocristaux de cobalt montrent ici aussi qu'avec les nanocristaux de cobalt synthétisés par voie micellaire, on arrive à obtenir ce type d'organisation. Ici, vous avez des monocouches ou des débuts de multicouches, donc des couches qui vont s'empiler les unes sur les autres, en ayant cette symétrie hexagonale caractéristique des empilements de sphères dures. Alors, je reprends ici un transparent, c'est le seul en anglais, hein, de Wang, sur qu'est-ce qui est important, Zedel Wang, hein, qui est un microscopiste qui a pas mal bossé aussi là-dessus. Comment assembler les nanoparticules? Il y a 3 points importants. Une faible distribution en taille, on vient de le voir. Il faut que vous ayez un tensioactif qui passive vos nanoparticules pour éviter qu'elles coalescent, mais qui surtout va assurer en fait la cohésion. Donc la liaison en fait entre 2 nanoobjets, eh bien c'est tensioactif. Et puis, il faut que vous contrôliez parfaitement la vitesse d'évaporation du solvant. Si vous faites une évaporation rapide, vous n'aurez jamais de bonne organisation. Et il y a d'autres phénomènes aussi. Il y a aussi la nature du substrat. Ici, je reprends l'exemple de nanoparticules de cobalt-platine, donc on a une bonne organisation sur un réseau hexagonal, mais si je les dépose sur du carbone amorphe ou du graphite HOPG, je n'ai pas du tout la même structure du film. Pourquoi? Parce que le carbone amorphe est plus rugueux, et donc s'il est plus rugueux, il est aussi plus hydrophobe. Et s'il est plus hydrophobe, comme nos nanoparticules sont dans du solvant organique, eh bien la goutte de nanoparticules va s'étaler, et en fait, vous allez avoir une structure, donc les particules vont après se déposer sur le substrat qui est un peu rugueux, elles auront du mal à diffuser, donc vous avez un niveau d'organisation qui est beaucoup plus faible que sur l'HOPG qui est atomiquement plat, donc qui est moins hydrophobe, et donc vous allez avoir, par effet de votre goutte va moins s'étaler sur la surface et va forcer les particules à être plus proches les unes des autres. Donc il y a aussi la nature des interactions particules-substrat, donc c'est des objets qui sont assez complexes. Donc il faut paramétrer tous ces objets, mais si j'ai ça, si j'ai ma solution, à ce moment-là, dès lors que j'ai mon premier pavage hexagonal, je vais croître couche par couche sur ce genre d'objet, il y a toujours mes billes que j'empile, et donc c'est ce qui a été fait sur ce type de système. Ce sont des cloches à vide avec ici un système qui permet de contrôler la température. On opère dans une vapeur saturée dans le solvant qu'on utilise, qui permet de contrôler la vitesse d'évaporation, le 3e point clé de nos systèmes. Donc si vous faites ça ici à 0 degré ou à 35 degrés dans le cas de nanoparticules d'argent, eh bien vous voyez qu'en fait, on a des films qui n'ont pas du tout la même structure, observés par microscopie électronique à balayage, mais ici, vous voyez qu'en fait, il y a un spectre de diffraction caractéristique qu'on peut simuler par un empilement périodique dans les structures FCC. Et vous voyez qu'en fait, ces espèces de morceaux de sucre, ce sont rien d'autre que des supracristaux de nanocristaux. Alors, on les étudie par des dispositifs de diffraction de rayons X aux petits angles en incidence rasante, hein, et c'est une collaboration assez ancienne avec Pierre-Antoine Albouy au laboratoire de physique des solides d'Orsay. Et donc quand vous faites ça, vous pouvez avoir accès aux tâches de diffraction dans le plan, enfin hors du plan de vos nanocristaux, et remonter à la structure. Dès lors que vous connaissez la taille de l'objet, la distance interparticule, vous pouvez indexer chaque tâche, comparer avec un modèle la position de chaque tâche en X et Y expérimentalement avec la position théorique connaissant la structure supposée. Donc vous avez les indices HKL, vous avez des relations qui vous permettent de redéterminer théoriquement ce diffractogramme. Et c'est comme ça qu'ici, Isabelle Liziecki a montré que ce film très épais de nano-objets, eh bien en fait, c'est un supracristal de nanoparticules de cobalt dans la structure cubique face centrée. Alors ce qui est extrêmement important, c'est que ça paraît solide, enfin c'est un bloc solide, mais ça vous pouvez le redissoudre. Et vous récupérez les nanoparticules.
vos particules, elles ne vont pas coalescer. Elles sont protégées par les tensioactifs qui assurent aussi la liaison, je dirais, entre les nano-objets. Alors on a des nouveaux outils, parce qu'on a au niveau avec le LM2N, avec l'Institut des matériaux de Paris-Centre, on a donc des nouveaux microscopes balayage qui permettent là de voir avec une beaucoup plus forte résolution à l'échelle du nanomètre. Donc dans le cas des ferrites ici, vous voyez en fait la surface du supracristal. Vous voyez que cette surface du supracristal, elle a bien cette structure hexagonale attendue pour la structure FCC. On voit ici aussi le rôle du solvant que vous utilisez. Ici c'est de l'hexane, ici c'est du chloroforme. On n'a pas du tout la même structure du film, c'est beaucoup plus désordonné dans le cas de l'hexane, qui s'évapore plus vite que dans le cas du chloroforme. Donc je reviens à ce contrôle de la vitesse d'évaporation et on voit ici l'effet de la polydispersité. Alors, on peut obtenir ces films spontanément par dépôt d'une goutte de nanoparticules sur une grille de microscopique qui repose sur du papier filtre. Le solvant est absorbé et vous avez l'organisation des nanoparticules, une couche, deux couches. Vous pouvez aussi obtenir des pinces anticapillaires où cette fois-ci, la goutte va rester sur la grille et va s'évaporer lentement, ce qui va donc permettre d'obtenir des supracristaux ici que vous obtenez extrêmement bien facettés. Donc vous contrôlez la cristallinité du supracristal. Et puis, on peut aussi faire, ça c'est des techniques qui ont été mises au point entre autres par Nicolas Goubet au laboratoire, sur d'autres matériaux, mais vous avez en atmosphère saturée en toluène, et bien vous avez à l'interface OR, vous avez formation d'un film d'un supracristal que vous pouvez récupérer et observer. Donc il y a différentes techniques pour observer ces nanomatériaux, ou par évaporation contrôlée, vous avez ici, là encore, un peu similaire à ces techniques-là, des supracristaux de très grande dimension, c'est de l'ordre du micron, qui sont constitués de nanocristaux parfaitement bien organisés. Et en fait, on voit ici que la structure hexagonale que vous observez ici reflète l'organisation FCC qu'on a des nanocristaux. Alors on sait que les empilements compacts de sphères, le plus souvent, c'est soit cubique face centrée, soit hexagonal compact. Et en fait, en jouant sur les paramètres, soit la longueur de chaîne, donc les interactions entre nanoparticules, ou la température du film, eh bien on peut avoir le même type de variation structurale, c'est-à-dire qu'avoir des supracristaux qui vont présenter différents types cristallins, soit des structures hexagonales compactes ici, soit un mélange de structures compactes FCC, mais aussi des structures pseudo-compactes, type cubique centré. Ça veut dire qu'en fait, nos supracristaux ont des espèces de variétés allotropiques. Donc on a une analogie en fait entre un cristal d'atomes qui présente différentes formes cristallines, et un supracristal d'atomes, même si ce n'est pas une liaison atomique cette fois-ci, mais c'est juste la liaison entre les chaînes interdigitées. Donc, dans d'autres types d'expériences, on va, selon la longueur de chaîne, on n'a pas le même type d'interaction entre nanoparticules, et donc vous avez en fait ici la phase hexagonale compacte, et après uniquement la phase FCC. Donc on a les moyens aussi de jouer sur la structure cristalline du supracristal. Donc, je vais passer assez vite sur celui-ci. C'est là encore des effets de solvant et des effets de taille pour contrôler, la taille du supracristal que vous formez en type d'argent. Je vais passer plus vite parce que je voudrais aller aux propriétés. Donc, ce qui est important quand même, donc, vous voyez ici en fait qu'on peut, selon la longueur de chaîne, contrôler la taille des nanoobjets et la forme, je dirais aussi des nanoobjets, et donc plus ou moins la structure, ici, là encore, cristalline du supramatériau. Et on voit ici, en fait, que ce type de matériaux, dans le cas présent, c'est des objets qui ont d'abord poussé en solution, des germes, qui après se sont déposés sur la surface et continuent à pousser sur la surface. Ce sont des objets qui sont extrêmement stables, ils n'évoluent pas dans le temps sur l'échelle du... Attendez. Et donc voilà un peu les observations. Alors je viens à mes effets de forme. Les effets de forme, je vous ai dit qu'on pouvait fabriquer des objets qui étaient sphériques, cubiques, en jouant sur la troncature, ou des parfaitement cubes. Si vous avez des objets cubiques, vous avez des empilements hexagonaux. Sphériques, vous avez des empilements hexagonaux. Si vous avez des objets cubiques, vous avez des empilements qui reflètent la symétrie de votre objet, donc des empilements sur une structure carrée. Ce qui est notable ici, c'est que vous avez une petite troncature ici, et que si vous regardez la deuxième couche, vous n'avez pas du tout le même type d'organisation de la deuxième couche. Et ça a un effet assez subtil, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, cette troncature-là est suffisante pour modifier complètement l'empilement. Pourtant, on aurait pu penser que quand c'était des cubes, la meilleure façon d'avoir un empilement compact des cubes, c'est de fabriquer ça. Eh bien non, ici, j'ai un petit décalage. Alors, quand je cherche à observer ces cubes, quand j'ai des cubes parfaits,
Et bien là, j'ai une multicouche de cubes. Quand je fais en solution plus concentrée, je vais avoir des cristaux cubiques de nanocubes qui ont la structure cubique simple. On peut l'indexer parfaitement. Ici, la microscopie SEMFEG haute résolution montre bien l'agencement des cubes dans le système, et ce sont des petits cubes qui poussent en fait en solution. Ici, on voit qu'il n'y a pas sur notre film de taches dans le plan Z, enfin selon l'axe Z, ça veut dire que c'est une croissance en solution du fait des interactions entre cubes. C'est complètement différent dans le cas des cristaux un peu tronqués. On n'observe pas du tout de cubes, on observe des pyramides. Pyramides qui ne peuvent pousser que sur le substrat, puisqu'elles ont toutes là une base carrée en fait. Et on voit ici ces taches qui représentent en fait cette nucléation hétérogène, cette croissance couche par couche, et qui ont cette fois-ci une structure cristalline de type cubique face centrée. Donc quelque chose assez différent. Alors, Ovidiu Herson vous a montré la semaine dernière qu'on peut utiliser des techniques de tomographie électronique pour sonder, je dirais, l'intérieur de ce genre de nanoobjets, même si ce n'était pas exactement le même type de nanostructure. Et effectivement, sur un ensemble de multicouches où il y a 11 couches de nano-objets, eh bien, on peut confirmer, il a montré qu'on pouvait confirmer que c'était bien une structure de type cubique face centrée, un peu distordue, et on voit un peu, avec ces représentations 3D, on voit un peu le désordre en fait. Donc c'est pas, il y a des analogies avec les cristaux atomiques, mais ce n'est pas un cristal parfait, hein, je veux dire. On voit ici le désordre dans les alignements, même s'il y a une longueur de périodicité qui est très importante dans ce type de matériaux. Alors, à quoi est due en fait cette structure cubique face centrée? Eh bien, c'est dû à l'agent passivant. Et l'agent passivant, il n'est pas neutre dans le système. En fait, des modélisations qui ont été faites dans nos modèles micro-atomiques par le groupe de Peter Kral à Chicago, ont montré qu'en fait, ce qui se passe dans le cas présent, c'est que vous avez des transferts de charge entre le ligand qui recouvre vos systèmes, qui va induire une polarisation de vos nanocristaux, et cette polarisation n'est pas la même selon que vous ayez une phase 1,00 ou une phase 1,11. Ça veut dire qu'au terme d'interactions de type Van der Waals, se surajoute du fait de la troncature et de l'agent passivant un terme d'interaction coulombienne qui va en fait stabiliser la structure cubique face centrée au détriment de la phase cubique simple qu'on aurait pu espérer avec ce type de nanoobjets. Vous voyez que c'est des systèmes sur ces auto-organisations qui sont là encore un peu plus complexes que le simple empilement d'objets compacts, et donc on a ce genre d'objets. On peut contrôler un peu, je dirais, la forme et la taille des objets. Alors j'en viens aussi à un dernier point sur ces organisations, c'est l'application d'une contrainte extérieure. J'ai des objets magnétiques, je peux appliquer ou non. Alors ici, c'est des films de nanoparticules de cobalt que j'applique. Alors on voit ici l'importance de la vitesse d'évaporation pour avoir un film homogène. Si j'applique un champ magnétique, je n'ai plus ce genre de structure-là. J'ai des fils le long de la direction. Donc je peux texturer le matériau que je vais fabriquer. Et si j'applique le champ perpendiculairement au plan du substrat lors du dépôt, travaux faits par Vincent Germain, mais qui avaient été aussi faits par Julien Legrand précédemment, vous avez des réseaux de plots du même type que ce qu'on peut observer par lithographie, mais là c'est juste par évaporation sous champ magnétique. Alors pourquoi ces nano-objets? Je reprends mon exemple de nanoparticules magnétiques. J'ai deux tailles de nano-objets que je peux synthétiser en micelles selon la taille de la micelle. Eh bien en fait, quand je regarde le champ magnétique, j'ai ici le comportement magnétique donc, des nano-objets isolés en solution, et puis les mêmes nano-objets déposés sur un substrat, et on voit que j'ai une structure, un cycle d'hystérèse qui est complètement différent ici et ici, avec une structure beaucoup plus carrée, donc une augmentation de l'alimentation rémanente, et puis une approche de la saturation beaucoup plus tôt que dans le cas des particules isolées. Alors on peut supposer, il y a deux types d'interactions qui peuvent être envisagées ici, soit des interactions d'échange, mais il faudrait que les particules soient au contact, soit des interactions dipolaires. Et donc, on peut, s'il y a des interactions dipolaires, changer la géométrie de la mesure. Si vous avez un champ magnétique qui est appliqué le long du plan du film, eh bien, votre champ d'interaction dipolaire entre nanoparticules se rajoute au champ appliqué. Et vous avez donc, chaque particule voit en fait un champ plus fort que celui qu'on lui met. Et donc, on a un champ sur lequel il doit être plus carré. Et si c'est au contraire
le champ est appliqué perpendiculairement, ce champ d'interaction dipolaire se soustrait, on doit s'attendre à avoir un cycle beaucoup plus ouvert. Et donc, on peut modéliser ces interactions, une théorie de champ moyen, en prenant une constante de couplage dipolaire, qui est en fait le rapport entre l'énergie magnétique et l'énergie dipolaire et l'énergie magnétique, qui dépend de l'aimantation du matériau, sur la constante d'anisotropie et de sa taille, et ça, on connaît ces éléments-là, et ça aussi. Et donc, on peut simuler le cycle d'hystérèse et prendre l'aimantation rémanente en géométrie perpendiculaire par rapport à la géométrie parallèle. Voici le comportement de cette valeur gamma en fonction de l'intensité des couplages dans le milieu. Donc s'il n'y a pas de couplage, il n'y a pas de différence entre le spectre ici, enfin l'hystérèse ici et ici. S'il y a des couplages forts, eh bien, je devrais avoir une différence entre les deux cycles de plus en plus importante. C'est le cas ici. Vous voyez ici à 5 nanomètres ou à 8 nanomètres. En vert, c'est le cas perpendiculaire. En rouge, le cas parallèle. Je peux avoir du rapport entre les augmentations rémanentes une valeur du gamma expérimental, le comparer à l'expérience, à la théorie, et on voit en fait qu'il y a un très bon accord entre le gamma théorique et le gamma expérimental, ce qui veut dire que ce sont bien des interactions dipolaires qui modifient la réponse du milieu du champ magnétique du fait de la formation de cette monocouche de nanocristaux. Alors on peut aller plus loin parce qu'en fait ces interactions dipolaires sont à longue distance et on peut donc dire que l'ordre ne joue pas beaucoup. Bon, ici, si vous avez des objets parfaitement calibrés en taille, on peut obtenir des structures de films, de supracristaux, soit parfaitement ordonnées, soit désordonnées. Et si vous avez ça, on peut avoir une mesure directe de l'effet de l'ordre sur la réponse magnétique, travaux qui ont été faits par Isabelle Lisiecki. Et donc, on avait fait aussi avec Jean-Yves Bigot à l'IPCMS à Strasbourg des études de dynamique d'aimantation et de réflectivité en excitant les nanocristaux, en leur envoyant un faisceau laser qui va le chauffer et on regarde comment après les chauffages vous allez induire des vibrations dans le système lors du transfert de l'énergie du réseau des électrons hauts à la matrice. Eh bien, vous allez avoir une relaxation du système et on suit la relaxation dans le temps. Donc il y a un comportement au temps court qui est spécifique des nanoobjets, des nanoparticules, ce n'est pas celui-là qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est le comportement au temps long. Comportement au temps long qui, lui, va être caractéristique de la relaxation du milieu, donc du cristal du supracristal. Et ce qu'on s'aperçoit ici, c'est qu'en fait, on a un type de relaxation qui est complètement différent selon que le milieu est désordonné en noir ou parfaitement ordonné en rouge. Et ici, on a des oscillations de 125 picosecondes, dans le cas du supracristal ici, qui sont en fait le mode de respiration du supracristal. Et donc vous avez comme dans les cristaux atomiques, quand vous les excitez, ils respirent avec une oscillation, et bien ici vous avez un supracristal qui respire, et donc vous avez là encore une analogie entre le cristal d'atome et le supracristal de nanocristaux. Et on peut montrer que c'est en fait comme si vous aviez un réseau d'oscillateurs harmoniques couplés, et on peut considérer en fait que notre supracristal, c'est un réseau de nanoressorts qui va relier des sphères de masse m, et en fait on peut montrer là encore que si vous faites varier la masse, donc la taille de l'objet, ici entre 6,3 et 7,3 nanomètres, vous faites varier la période de cette oscillation qui reflète en fait la variation de la constante de rigidité de ces nanoressorts. Ici, enfin de la fréquence d'oscillation. Et de cette constante de rigidité, qui est liée aux chaînes aliphatiques, on peut remonter à la constante de rigidité donc expérimentale et la comparer à ce qu'on s'attend pour des chaînes aliphatiques. Il y a un bon accord. Donc c'est bien les chaînes aliphatiques qui sont responsables de liaison entre nanoparticules. Alors quant à l'aimantation, on peut montrer qu'il y a en fait, selon que vous êtes dans le régime ferromagnétique à haute température, à basse température ou superparamagnétique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'aimantation, de persistance de l'aimantation dès lors que vous coupez le champ, c'est une des caractéristiques des nanoobjets, eh bien vous avez en fait, lorsque vous chauffez, lorsque vous allez envoyer votre pulse laser, vous allez chauffer, vous allez augmenter la température du matériau. Si vous augmentez la température du matériau, vous diminuez l'aimantation, vous avez une chute de l'aimantation, c'est des pulses de l'ordre de la centaine de femtosecondes, et on regarde comment l'aimantation retrouve sa valeur initiale. Si votre réseau est désordonné, j'ai une croissance monotone, enfin, ordonnée plutôt, mais à haute température, j'ai une croissance monotone, c'est le cas super paramagnétique. Dans le cas ferromagnétique, vous voyez ici, à 70 Kelvin,
qu'on a une espèce d'oscillation qui apparaît, qui pourrait être une espèce de précession collective de tous les moments magnétiques portés par chaque nanoparticule. C'est-à-dire que là encore, les propriétés des nanoobjets sont couplées dès lors que vous avez une structure ordonnée au détriment d'une structure, ce qui n'est pas le cas dans les structures désordonnées. Et donc, sur les propriétés magnétiques statiques, eh bien, on s'aperçoit alors que si vous avez des moments ordonnés, eh bien, en fait, si vous avez une structure d'abord parfaitement ordonnée, ce qu'on appelle ici les courbes ZFC-FC normalisées à la température de blocage, montrent qu'en fait, quand votre structure est parfaitement ordonnée, ici, eh bien, vous avez une largeur qui est plus faible que dans le cas désordonné, ce qui veut dire que la distribution des barrières d'anisotropie est beaucoup plus faible ici qu'ici, et ça c'est parce que vous avez une distance au premier voisin qui est toujours la même, ce qui n'est pas le cas dans ce genre de structure. Et donc en conséquence, vous avez des mouvements collectifs, des moments portés par chaque nanoparticule, qui fait qu'en fait, on va avoir un élargissement de l'hystérèse du champ coercitif ici, et une approche à la saturation qui est beaucoup plus dure dans le cas des structures ordonnées, parce qu'il faut faire bouger tous les moments magnétiques, que dans le cas des structures désordonnées, où je peux les faire bouger les uns derrière les autres. Alors, quelques applications de ces nanoobjets. Eh bien, on peut utiliser, on a parlé de lithographie la dernière fois, eh bien, on peut utiliser ces nanoobjets comme masque pour faire de la nanolithographie. Et donc ici, vous avez des masques de nanocristaux de cobalt, dans ces travaux qui ont été faits par Isabelle Iziecki et Guillaume Laurent actuellement, qui avaient été initiés par Dorothée Inger au laboratoire. Vous avez ces nanocristaux de cobalt ou nanocristaux de ferrite. Si je prends ces nanocristaux de ferrite, je les dépose sur mon substrat, j'irradie avec un plasma d'oxygène, je lave mon système, je récupère en fait le transfert de la structure du réseau sur ma substrat. L'important, c'est que la distance interparticule que je vois ici, c'est de l'ordre de 2 nanomètres. Donc au-delà de ce que sait faire la lithographie actuellement. On peut aussi jouer sur ces propriétés d'organisation, en fait, et fabriquer, je dirais, des monocristaux atomiques, atomiquement plans, ici, des triangles d'argent qui vont pousser en épitaxie sur une surface d'HOPG dès lors qu'on va déposer des films de nanoparticules, qu'on cuit le système modérément pendant une certaine période, et plus votre structure est ordonnée, plus la surface de ces monocristaux d'argent sera importante. Donc on peut contrôler de cette sorte la taille. Ici, c'est la microscopie électronique haute résolution de la surface d'un monocristal. Vous voyez que c'est quelque chose d'extrêmement bien structuré. Notre exemple ici, c'est sur la résistance des nanoparticules à l'oxydation. On sait que le cobalt, c'est quelque chose qui s'oxyde assez facilement, surtout quand on fait des recuits. Ici, c'est un recuit à 300 degrés d'un film de nanoparticules de cobalt à l'air. Et donc, en fait, vous voyez ici que si les particules sont isolées, il y a de la coalescence. Et si les particules sont organisées, il n'y a pas de coalescence. C'est qu'en fait, le film de nanoparticules, eh bien, ça stabilise le fait d'avoir cette organisation, ça donne un terme de stabilité supplémentaire qui fait qu'on évite ces phénomènes de coalescence. Et c'est ce genre de technique en fait, qu'on peut utiliser quand on a des nanocristaux de COPT, par exemple, pour recuire les nanocristaux de COPT en conservant l'organisation et en ayant la phase magnétiquement dure. Donc ça, c'est des travaux qu'on essaye de développer. Et donc on peut aussi utiliser par contre cette propriété pour fabriquer des structures de type cœur-coquille avec un cœur de cobalt et une coquille d'oxyde de cobalt. Là encore, ça a des propriétés importantes en termes de magnétisme par découplage d'échange entre la structure de l'oxyde qui est antiferro et le cœur qui est ferromagnétique. Donc ça, c'est des manips qui ont été faites là encore par Isabelle avec Michael Waltz à Orsay aussi et Van Candelou en Belgique, qui montrent en fait aussi par des techniques de perte d'énergie qu'on peut bien caractériser le cœur de cobalt et la surface de la coquille d'oxyde qui est autour. Et enfin, un dernier exemple pour finir, qui n'est pas de chez nous cette fois-ci, mais qui est du groupe d'Elena Shevchenko à Chicago, Argonne National Lab, qui en fait ont pris des nanocristaux, des supracristaux de nanocristaux de PBS de 7 nanomètres, et ils ont étudié les propriétés mécaniques de ces nanocristaux. Ils les ont mis dans une enclume diamant, et ils ont étudié par diffraction, par rayonnement synchrotron, la structure cristalline de ce nanoobjet sous une enclume diamant. Et ce qu'ils montrent, en fait, c'est que c'est un objet qui est extrêmement résistant, même s'ils sont des chaînes aliphatiques et des petits nanoobjets. Il n'y a pas de fritage, en fait, quand vous le poussez, jusqu'à des pressions de 12 gigapascales, je crois. Vous mettez 12 gigapascales sur votre système, il n'y a aucun fritage. Vous allez compacter la structure, et on voit que la diffraction change, mais vous ne changez pas la structure cristalline.
Donc ce sont des objets qui sont mécaniquement extrêmement résistants. Donc ça, c'est aussi des applications qui peuvent être importantes. Donc en conclusion, je dirais que pour nous, la chimie colloïdale, c'est un outil puissant et très versatile pour fabriquer ce genre de nanocristaux, dont on peut contrôler maintenant la taille, la composition et la forme, même si chaque cas reste quand même un cas d'espèce. Et c'est ce qui nous gêne un peu, je dirais, nous chimistes, pour aller peut-être plus loin, je dirais. Mais que ces objets, c'est pour nous des briques élémentaires qui nous permettent de construire tout un tas de structures qui peuvent avoir des propriétés intrinsèques, pour peu qu'on contrôle l'ordre, et qui permettent aussi d'envisager des nouvelles propriétés physiques et des futures applications. Et je vous remercie pour votre attention. D'abord les personnes, donc, notamment les gens du laboratoire, ici, qui ont travaillé sur ces différents types de matériaux, les collaborations qu'on a avec Chicago, avec Orsay, Monica Catalayoud, et puis ici l'IPCMS, et puis comme je reviens de Corée, merci pour votre attention.